Bienvenue dans Big Boss. Cette semaine, coup de projecteur sur un secteur considéré comme prioritaire par la région bruxelloise, le loisir. Un secteur qui passionne notre invité du jour, Francesco Lo Savio. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes à la tête de trois concepts, tous présentés en avant-première dans notre capitale. Un parc de trampoline, un jeu d'aventure indoor et même un centre de loisirs multi-activités. Des concepts tous importés de l'étranger ? Effectivement, tous des concepts importés de l'étranger. On s'inspire un petit peu de ce qu'on retrouve notamment en Hollande, en Angleterre, en France, et on essaye de les introduire sur la capitale. On va découvrir cette aventure dans un instant. Et puis pour nous accompagner dans cette émission, il y a Jean-François Sacré, bienvenue. Bonjour. Journaliste à l'Écho, spécialisé dans les médias, mais aussi le business du sport et de la culture. Qu'est-ce qui vous marque d'emblée, Jean-François, dans le parcours de Francesco Lo Savio ? À première vue, c'est d'abord sa taille. Il fait près de 2 mètres. Mais bon, blague à part, on s'est rencontrés il y a 2-3 jours et j'étais impressionné par le côté multi-entrepreneur. Quelqu'un qui a 1000 idées à la minute apparemment et qui je pense, n'a pas une minute à lui. Oui, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons voulu en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre personnalité. Vous êtes né à Schaerbeek, d'un papa italien, une maman bruxelloise, Enzo et Chantal. Chantal qui a accepté de livrer quelques secrets de famille. On regarde. J'étais un petit garçon très facile, qui savait ce qu'il voulait. C'était pas un premier de classe, mais ça a été, sans problème. Il a fait un petit peu de la plongée, un peu de boxe. C'était pas des sports d'équipe. Il voulait faire lui-même et avancer lui-même dans ce qu'il faisait. C'était quelqu'un d'indépendant. Il est venu travailler en famille avec mon mari et moi-même. Il est venu avec des idées pour un petit peu parfois même chambouler les habitudes, des nouveaux sandwichs. Il travaillait aussi avec son papa et comme son papa était quand même beaucoup plus habitué, je veux dire, dans l'horeca que lui qui était nouveau, là il a fallu quand même qu'il prenne ses marques. Il parle couramment l'italien. D'ailleurs, il fait même du commerce avec des gens de Milan aussi maintenant. Mais le néerlandais, son anglais n'est pas parfait non plus. Il n'a pas peur de se tromper, donc il va se lancer. S'il va voir qu'il ne se fait pas comprendre, il va essayer en français. En anglais, ce n'est pas un parfait trilingue ni quadrilingue, certainement pas. C'est son grand cœur. Il aime bien tout le monde, il essaye de faire plaisir à tout le monde, même si parfois ça ne réussit pas toujours. Il n'est pas souple au lait, il est plutôt sanguin. Il monte très vite sur ses chevaux, mais heureusement, ça ne dure pas longtemps. Tout le monde est fier de lui. Quand on voit justement que ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires, mais il est bien arrivé, donc on est très fiers de lui. Voilà, et on sent un petit peu l'émotion dans la voix de maman. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, qu'elle est fière énormément, de vous ? énormément. C'est sûr et certain que c'est pas toujours facile, surtout quand on est entrepreneur. Donc quand elle dit le côté sanguin, c'est vrai parfois on a tendance à réfléchir, ou on n'est pas tout le temps disposé, serein à discuter, où on a des soucis, où on essaye de... Mais non, ça fait vraiment plaisir de voir. Ça, c'est la petite surprise. Le côté indépendant, vous le cultivez vraiment depuis que vous êtes petit. Vous avez toujours voulu, quelque part, monter votre propre affaire plutôt que de travailler pour quelqu'un. Ouais. Chaque fois que j'ai même travaillé en tant qu'employé ou ouvrier, je me suis toujours dit, j'ai toujours essayé de me mettre à la place du patron, ou essayer de voir. C'est d'ailleurs pour ça que même en interne, parfois j'évolue assez rapidement ou assez bien dans les équipes. Mais je pense que ce côté entrepreneurial, je le dois notamment à mes parents, à ma mère ou mon grand-père qui était également un entrepreneur bruxellois, à mon père qui est arrivé en Belgique et qui a monté ses business aussi. Donc je pense que je leur dois aussi ce côté-là. Alors, vous avez même été gardien de sécurité à une époque. Qu'est-ce que vous avez appris de ces différents métiers ? Qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous utilisez encore aujourd'hui dans votre métier actuel de ces passages par gardien de sécurité, l'horeca, le travail en snack L'empathie pour toutes les personnes que je peux côtoyer, le bonjour, j'en retiens... Le contact humain, ça reste important ? Le contact humain est très important, surtout à l'heure actuelle, même dans le milieu du business, où quand on discute avec n'importe qui, de ne pas se sentir supérieur parce qu'on a réussi quelque chose ou parce qu'on a... je pense, c'est vraiment le contact humain et la communication. Beaucoup de la communication, que ce soit en sécurité ou quoi, arriver avec un sourire et essayer d'écouter les différents parties, comme lors d'une négociation ou n'importe quoi, il faut
il faut pouvoir s'affirmer, mais il faut pouvoir écouter aussi. Et on n'a pas toujours la bonne réponse, on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours réellement ce qui va se passer, mais non, écoutez les gens. Allez, on va comprendre cette aventure du loisir, comment elle est née. Elle a commencé finalement à Laken, près de la place Boxtal. C'est là que vous construisez votre premier parc à trampoline, un endroit donc entièrement dédié à ce sport de loisir. Des images signées Loïc Bourlard, un montage signé Stéphanie Mira. On regarde. C'est embêtant, mais c'est le boulot. Le boulot de Wassim, c'est d'abord d'assurer la sécurité avant l'arrivée des clients. Je suis en train de vérifier que tous les ressorts sont en place, qu'il n'y en a aucun qui manque et qu'il n'y en a pas des cassés. Ça, c'est un petit jeu d'enfant. On rentre dedans, bam, et on essaye de le mettre là-bas. Même s'il y a un trampoline en dessous de tout ça, ok, vous pouvez vous faire mal au niveau des chevilles et des genoux. C'est pour ça qu'on a les mousses, et les mousses absorbent tout le poids et vous faites pas mal. Nous sommes dans le tout premier parc à trampoline de la capitale. Quelques consignes de sécurité, puis après vous pouvez aller sur les trampolines. 2 règles. On atterrit tout le temps sur l'arrière du corps au niveau du dos, au niveau des fesses. Ok, jamais sur les pieds, jamais sur l'avant du corps. Le concept importé des Pays-Bas débarque à 2 pas de la place Boxtal à Laken il y a 5 ans déjà. On est un parc de plus ou moins 1200 mètres carrés. Donc sur 1200 mètres carrés, on est limité à 80 personnes maximum pour que tout le monde puisse s'amuser convenablement pendant l'activité. Entre 60 et 80 000 clients fréquentent chaque année Jump XL. Si 40% des visiteurs viennent dans le cadre d'anniversaires pour enfants, des adultes fréquentent aussi régulièrement le centre de loisirs. Ça reste un centre de loisirs, mais avant tout, c'est une activité sportive. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de monde qui viennent chaque semaine juste pour s'entraîner, pour faire leur activité physique. Si vous faites 10 minutes de trampoline à fond, donc ça équivaut à 50 minutes de course à pied dehors. Suivre. Ce jeune couple de touristes espagnols s'apprête à vivre une autre expérience. 32 cells, nous avons 32 cellules, each very different from each other, so chacune est vraiment différente des autres. Changement de décor et de concept, mais toujours le même propriétaire. Nous sommes au cœur de la galerie Anspach. C'est la première implantation ici en Belgique et c'est un concept vraiment super génial, inspiré un peu de Fort Boyard, qui va allier tactique, technique, physique, surtout du travail d'équipe et tout ça en 32 cellules complètement différentes, 32 challenges. Ouvert depuis décembre 2022, l'espace accueille aussi des entreprises pour des team building. Oh, mais pas toucher le sol! Alors les gars, c'est comment? Super. Qu'est-ce que vous devez faire? On a rentré dans une salle et puis on sortir. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Pas compris. C'est un twister, mais faut qu'on recommence là, je crois. Plus d'1 200 000 € sont investis dans cette île aux prisonniers. Un jeu d'aventure indoor né en Suède en 2004. Son créateur, Anders Jackson, est d'ailleurs partenaire de l'expérience bruxelloise. Sometimes it's difficult because first of all you need to understand what is the goal of the room, and then you need to do it. So yeah. Are you afraid sometimes? Not really. No. C'est un projet encore en chantier que nous découvrons au cœur du Westland, le shopping d'Anderlecht. Tu auras ici une partie brasserie. Nous sommes à 15 jours de l'ouverture officielle. C'est un box karaoké. Tu as un badge, hop, 1 heure. Là, ici, tu as le karting. Marine Bernardoni est partenaire dans le projet. On est à la base constructeur de laser game, de karting AR. C'est un karting avec de la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est tout nouveau, c'est la première mondiale. Encore une fois, pas de la triche, hein, mais les bumpers... Nous retrouvons Dounia qui semble bien s'amuser. On est en train de faire un crash test pour le bowling, donc pour voir si tout se passe bien, si tout roule. Ce sont plus de 4500 mètres carrés et 7 concepts différents qui sont rassemblés sur 2 niveaux. Les gens sont vraiment libres de pouvoir choisir ce qui les intéresse. Donc s'ils veulent faire uniquement de l'arcade, ils font uniquement de l'arcade. S'ils ont envie de mixer ça en faisant un anniversaire où ils faire de l'arcade avec peut-être une partie de bowling ou avec un Prison Island à la fin, ils peuvent choisir vraiment leur formule. L'idée, offrir une nouvelle expérience aux clients du shopping, mais pas seulement. On veut attirer tout type de public justement qui ont toutes les bourses. Les gens vont pouvoir vraiment venir en dehors des heures du shopping qui ferment à 20h. Nous, on va accueillir les gens jusqu'à 23h, minuit, selon c'est le week-end. Ouverture officielle du Bixi le 3 avril prochain.
On va en reparler, hein, c'est votre dernier bébé. Mais avant ça, revenons à la genèse, l'origine, ce parc à trampoline. Vous êtes à l'époque le premier à implanter ce type de loisirs en région bruxelloise. Mais ça n'a pas été simple de trouver un endroit pour accueillir un parc comme celui-là. Expliquez-nous. Ça n'a pas été simple parce que, bon, déjà, comme vous voyez, 1200 mètres carrés, au cœur de la capitale, avec des hauteurs sous poutre de minimum 7 mètres. Les règles urbanistiques qui sont assez compliquées. Il faut savoir que pour des bâtiments comme ça, on est très souvent redirigé vers des zonings industriels. Malheureusement, sur Bruxelles, on ne peut pas faire de commerce sur des emplacements industriels. Donc, on a dû essayer de trouver des emplacements mixtes, convaincre les propriétaires également. Donc effectivement, ça n'a pas été de tout repos et on a mis plus d'un an et demi, 2 ans à trouver peut-être pas la localisation optimale, mais en attendant un bâtiment, un building qui pouvait prêter à ce type d'activité. Je le disais d'entrée de jeu, le secteur du loisir est pourtant aujourd'hui, en tout cas, un secteur prioritaire pour la région bruxelloise. Il y a à peu près 3900 entreprises qui sont assujetties pour le moment, donc c'est plus de 3% des entreprises bruxelloises. C'est des chiffres qui datent de 2021 de Stadbel. Un secteur jugé essentiel, et donc, est-ce que la région, à un moment donné, vous a soutenu ? Soutenu par certaines aides ou quoi, oui, notamment ici sur le projet de Jump XL, parce qu'on était sur une zone de canal en plein développement, donc on a bénéficié d'aides et de subsides supplémentaires. Et sinon soutenu, ouais, des sociétés, des organismes comme Hub 1819, notamment Muriel Gillon qui a fait un travail énorme sur les changements d'affectation, qui nous a accompagnés pour toutes ces modifications avec ses expertises et avec les contacts qu'elle avait. Il existe un véritable cluster aujourd'hui dédié à tout ce qui est hospitality. Ça veut dire qu'il y a vraiment là une porte d'entrée pour des entrepreneurs comme vous, ouais, pour être soutenus et avoir justement savoir comment naviguer, que ce soit dans les règles urbanistiques, ouais, ou d'autres choses. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'organismes et de clusters, comme vous le dites, qui nous accompagnent bien en tant qu'entrepreneurs belges, bruxellois, pour implanter quelque chose sur Bruxelles. Moi, quand j'entends des amis ou des connaissances qui me disent non, sur Bruxelles, c'est compliqué et tout ça, je pense qu'il suffit de passer 2-3 coups de téléphone, de regarder. C'est pas toujours facile, on va pas se le cacher, de tomber sur les bonnes personnes. C'est pas toujours facile de tomber sur les bonnes personnes et de tomber sur les bons services. Mais autrement, c'est vrai qu'on bénéficie quand même pas mal de pas mal d'aides et de pas mal de suivi. Alors, cette activité de Jump XL a été lancée en 2017, si je me trompe. 2-3 ans après, c'était la pandémie. Comment est-ce que vous avez réagi? Parce que j'imagine que vous avez dû fermer un peu comme tout le monde. Est-ce que vous avez senti que votre activité était vraiment en péril? Ouais. Au début, non, parce qu'on avait géré le parc et on avait géré la trésorerie en bon père de famille. Donc, on avait de quoi voir un petit peu tout ce qu'on voulait faire en tant qu'invest. On nous a permis de tenir le coup, mais c'est vrai qu'on a été très, très impactés. Et surtout, le problème du loisir à ce moment-là, c'est qu'on était considéré à certains moments comme du loisir, donc on devait fermer, considéré à certains moments comme du sport, donc on devait fermer. Et donc, pendant 2 ans, moi en tous les cas pour ma part, pendant 2 ans, on a été complètement fermé avec les frais fixes et toutes les charges qu'on a. On a perdu énormément de trésorerie. Mais à côté de ça, en tant qu'entrepreneur, en tous les cas pour ma part, moi comme j'ai vu la chose, dans le loisir, ça nous a permis de faire d'autres choses, de travailler sur d'autres projets, de continuer à essayer de regarder ce qu'il y avait à l'étranger et de même signer des beaux emplacements, comme notamment le dernier projet Bix. Ça s'est fait pendant la pandémie. On a signé ça pendant la pandémie. Okay. Donc vous avez continué à avancer. Ouais. Pour en revenir à Jump XL, donc c'est un concept qui est hollandais à la base, je pense. C'est plutôt un concept américain. La franchise Jump XL, elle est hollandaise. C'est ça. Et vous m'avez expliqué que vous aviez eu l'intention d'en ouvrir d'autres et ne pas vous limiter à Bruxelles. Ça n'a pas fait ou ce n'est pas encore fait. Vous pouvez un peu nous expliquer? Effectivement. Donc, quand nous, on avait... après quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une réelle demande, qu'on touchait un grand secteur et que les gens venaient de Liège et de partout. Donc, on a commencé à se rediriger vers d'autres bâtiments. On voulait essayer de trouver d'autres emplacements. On était occupé à négocier des beaux emplacements quand, malheureusement, le groupe Jump XL se fait racheter par un autre groupe.
qui possède déjà un concurrent dans le parc trampoline, Jump Square. Et donc, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Et on nous dit, écoutez, les règles ont changé. Maintenant, si vous voulez rester franchisé, on prend la majorité et vous prenez, je ne vais pas dire les miettes, mais vous prenez la minorité. Donc, vous avez fait votre choix. J'ai fait mon choix. Je suis sorti de là, je leur ai juste demandé de me signer un document pour me dire que je pouvais faire tout ce qui avait un rapport avec le loisir, peut-être plus le trampoline, mais que j'allais développer autre chose. Et c'est ce que vous avez fait, un secteur qui est très vivant. D'ailleurs, on va montrer un chiffre dans un instant. Le chiffre qui apparaît, c'est 11 028. À quoi ça correspond, Jean-François, ce chiffre ? Ce sont les gens employés dans le secteur des loisirs à Bruxelles. Ce sont des chiffres de l'ONSS. Vous-même, vous employez combien de personnes ? Alors, dans les différentes structures, on est chaque fois 3-4 employés fixes. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que nous, on a la possibilité de travailler avec pas mal d'étudiants. C'est un secteur qui engage pas mal d'étudiants. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le public et c'est les personnes qui arrivent le mieux à communiquer avec les jeunes. Votre équipe est très jeune d'ailleurs. Vous engagez des personnes jeunes. On donne vraiment notre chance aux jeunes. Moi-même qui n'ai parfois pas eu tout le temps ma chance. Donc là, on essaye de déceler le potentiel dans chaque profil. On n'a pas de profil... Et vous trouvez facilement ces gens ? Qu'est-ce que vous leur dites pour les attirer ? C'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que déjà, on est dans un secteur où on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille avec des horaires de nuit, pas de nuit, mais très tard le soir, quasi. Donc, c'est pas toujours facile, mais quand ils voient qu'on est des structures un petit peu plus petites, un petit peu plus familiales, c'est vrai qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait et on essaye de les impliquer beaucoup dans ce qu'on fait. Donc, on leur donne vraiment un rôle à jouer et en général, ça se passe bien. En général, ça se passe très bien. Dans beaucoup de secteurs, il y a ce qu'on appelle une guerre des talents. On ne parvient pas à trouver les bonnes personnes. Est-ce que vous êtes aussi confronté à ça ? Non, moi personnellement non, mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir des profils. Si on recherche un profil ou un autre, c'est toujours difficile de trouver ce qu'on recherche. Maintenant, je pense que c'est justement à nous en tant que manager, à nous en tant que patron, à essayer de... Moi, je me fais un devoir d'être tout le temps là pour les engagements. Donc le process RH, depuis le premier rendez-vous, je suis là pour essayer de voir si oui ou non il rentre dans la philosophie de la société, de l'entreprise. Et après, c'était peut-être pas un profil qu'on recherchait, mais on se dit, tiens, au lieu de le mettre là, peut-être qu'on pourrait le mettre au parc trampoline, ou peut-être qu'on pourrait le mettre là. Donc on essaye toujours de... C'est peut-être ça notre force. Alors, oui, vas-y. Oui, à Bruxelles, il y a évidemment cette problématique de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, y répondre ? Nous, on y répond, en tant qu'étudiant, on y répond pas mal. Et maintenant, on vient de faire ici une douzaine d'engagements. Je pense que sur toute l'équipe, il y en a 4-5 où ce sera leur premier emploi. Donc, on donne la chance aux jeunes. 2-3 qui n'ont pas non plus un bagage d'étudiants, d'études très... Mais voilà, non, on n'a pas besoin on ne cherche pas des profils bien particuliers, on essaie justement de les dynamiser, de leur trouver un rôle, et parfois c'est ça le plus important, et c'est ça qui, malheureusement, je pense au niveau du système scolaire, c'est qu'on les range dans des cases directement, et ça correspond pas. Ici, nous, on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait nous apporter, quoi. Alors, on a parlé de l'aventure Jump Pixel, et puis à Prison Island, là, vous arrivez à convaincre le créateur du jeu, Anders Jackson, qui est suédois, de vous prendre dans l'aventure. Comment ça s'est fait ? Comment l'avez-vous convaincu ? Alors, il faut savoir qu'on avait, avec Prison Island, on venait de signer pour le Westland. Déjà un très gros projet, ouais. Et à côté de ça, on me propose un bâtiment en plein centre de Bruxelles, dans le piétonnier, que j'avais déjà visité 2-3 fois. Et donc, je vais tout naturellement chez lui. Je lui explique qu'on vient de signer un projet ensemble. Est-ce qu'il serait peut-être intéressé de rejoindre l'aventure pour un autre projet à Bruxelles ? Et on s'est mis autour de la table, on a discuté des aspects financiers, de tout le côté opérationnel et tout. Et donc, c'est une personne très humaine aussi. C'est une personne qui... donc, c'est la première fois, effectivement, qu'il rentre dans... Et ici, maintenant, on a plusieurs développements oui, jusqu'à présent, il refile le bébé et vous vous débrouillez, voilà, il prend ses royalties. C'est ça, tout à fait. Mais là, pour la première fois, il est vraiment partenaire avec vous. Et ça, c'était essentiel pour vous, sinon, c'était pas viable pour vous ?
Sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué à convaincre les banques. Il faut savoir que c'est quand même un projet comme BIX aussi, c'est quand même pas mal d'investissements. Parc Trampoline, c'était le moins. On parlait déjà de 500 000 € à l'époque pour convaincre les banques d'aller faire un parc Trampoline dans un zoning industriel de 1200 mètres carrés. On a fait toutes les banques de Bruxelles, on a été jusqu'à Nivelles, on a fait pas mal de... Et puis après, parfois, vous avez un interlocuteur en face de vous qui prend le dossier à bras-le-corps et qui croit en votre projet et avec qui on avance. Mais est-ce qu'il vous a demandé, en termes de fréquentation, puisque lui, il a ce concept depuis 2004, donc il a vu comment ça fonctionnait dans d'autres pays, est-ce qu'à un moment donné, il vous a demandé une rentabilité au niveau fréquentation, ou est-ce qu'il vous a demandé de poursuivre, de dégrainer ce Prison Island ailleurs, en Belgique peut-être? C'est plutôt ça. On est plutôt parti sur la deuxième option. L'idée, il faut savoir que le Covid aussi a fait changer pas mal de mentalités. Et lui-même s'est rendu compte que pendant le Covid, il a eu beaucoup moins de demandes, effectivement, pour des nouveaux centres, pour des nouvelles ouvertures. Donc, il a peut-être un petit peu changé son fusil d'épaule aussi en se disant, tiens, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que de temps en temps on rentre... Et donc, il a trouvé en ma personne, peut-être que c'est vrai qu'on s'est bien entendu, et qu'il a trouvé en moi la personne qui pourrait peut-être justement gérer plutôt le côté opérationnel, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même un métier assez difficile aussi, gérer les équipes et trouver les bons emplacements. Donc, effectivement, on a trouvé un deal qui me convient, qui lui convient, parce qu'il faut toujours que ça fasse partie des deux. Et donc... on est occupé à essayer de développer ça un petit peu partout à Belgique. C'est trop tôt, j'imagine, aujourd'hui, pour dire si c'est rentable, Prison Island? Non. Je peux vous dire que pour le moment, sur les 3 mois qu'on a fait, on est plutôt content. On est plutôt content du démarrage. Alors on imagine que toutes ces activités, ça demande de gros investissements, on l'a vu dans le reportage. Vous pouvez un peu nous dire comment vous financez tout ça? Alors, on finance tout ça, notamment grâce au Parc Trampoline. Parc Trampoline qui a été vraiment un tremplin pour moi. En 2017, quand on a commencé, je ne m'attendais jamais à avoir un retour comme ça. Très rapidement, on a réussi à rentabiliser et à être en positif. Donc, automatiquement, les banques ont été soulagées et ont senti que c'était un secteur en poupe. Donc, en voyant qu'on ne reproduisait pas constamment le même produit, mais qu'on essayait de trouver des autres activités avec donc toujours le même groupe cible, essayer de trouver un groupe cible assez large. Ils m'ont suivi sur d'autres projets. Et donc, c'est en priorité grâce à ma première structure, JumpXL, que les banques que ma banque a décidé de me suivre dans les autres projets, dans l'aventure. Bixi, on a eu la chance de découvrir un peu en avant-première ce centre. Bixi, en fait, c'est Brussels Indoor Game Center, quasi 5000 m², au sein d'un shopping. La galerie en SPAC où vous avez Prison Island appartient aussi au groupe AG Real Estate, comme le shopping. Alors, comment ça se passe, fruit du hasard, que ce soit le même propriétaire qui vous accueille, ou il y a vraiment un concept, c'est-à-dire que les shoppings sont intéressés par ce type de centre de loisirs? Aujourd'hui, on est dans une nouvelle manière d'exploiter les centres commerciaux à Bruxelles. Oui, clairement. Je pense que le retail et les centres commerciaux sont en plein renouveau aussi. Que ce soit le AG en tant que propriétaire, peut-être que c'est le fruit du hasard. Maintenant, effectivement, les shoppings revoient un petit peu leur modèle. Et c'est sûr que des grands retailers qu'on avait à l'époque, sans citer de nom, mais des grands retailers, des grands groupes commencent à réduire un petit peu leur surface. C'est très bien que au plus petites les surfaces sont, les loyers sont moins chers, le personnel est moins cher. Et nous, au contraire, dans le loisir, on a besoin de grandes surfaces, on a besoin de grandes hauteurs. Quand on voit ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans les Émirats arabes unis ou en Angleterre, ce sont des modèles qui fonctionnent très bien. Et on parlait tout à l'heure de la problématique en début d'émission de trouver un emplacement sur Bruxelles, où on est directement redirigé vers des zonings ou quoi, et là où les règles urbanistiques ne nous permettent pas d'exercer l'activité. On se redéploie ou bien vers des retail parks, ou bien vers des centres commerciaux. Et je pense qu'effectivement, c'est le futur des centres commerciaux. Qu'est-ce que vous avez y gagné? J'imagine qu'il y a du win-win. Vous drainez une nouvelle clientèle pour le shopping vous apporte une clientèle. Ça fonctionne vraiment comme ça? Alors, ça va être un win-win pour nous comme pour eux. Nous, on va bénéficier du flux client qu'il y a dans les galeries.
On va également, nous, qui sommes des endroits de destination, apporter du client, mais surtout, je pense, sur le point sur lequel les shoppings vont gagner, c'est au niveau de l'expérience client. Le client va venir faire ses courses, va venir plus facilement peut-être dans un shopping comme le Westland maintenant qui a ouvert 8 activités complètement différentes, complètement autonomes, sur lesquelles ils peuvent aller faire uniquement un laser game pendant 15 minutes ou peut-être faire un Prison Island pendant 2 heures. Alors vous avez cité le côté un peu multifonction de ces centres. Si je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde qui font leur shopping le week-end, ils ont des enfants qui sont un peu turbulents, est-ce qu'on pourrait considérer que ces nouveaux parcs d'activités sont un peu des, entre guillemets, garderies? Alors, il ne faut pas faire l'amalgame, c'est vrai que nous, on n'est pas une garderie. On va peut-être à terme pouvoir proposer des services de garderie, comme vous le dites, avec un animateur, 2 animateurs qui vont pouvoir encadrer les groupes. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est 2 choses différentes. Quand vous allez dans un centre ou dans un centre de loisirs ou de playground ou n'importe quoi, les parents restent toujours sur place, doivent toujours avoir un œil et un regard sur leurs enfants. On n'a pas encore pour le moment la structure qui nous permet de pouvoir les encadrer. Pour des fêtes d'anniversaire, on a un animateur qui s'occupe du groupe, qui accompagne les parents, qui évolue avec les enfants, mais on n'a pas encore de gardien comme on pouvait à un moment retrouver chez Ikea ou encore à l'heure actuelle où on les laisse. C'est quelque chose qui va sûrement arriver, mais c'est plus compliqué au niveau des assurances et au niveau de... Donc le mercredi et le samedi, c'est quelque chose en tous les cas qui va être envisagé. Allez, on sait que vous avez 1000 idées à la minute, il paraît, donc malheureusement c'est déjà la fin de l'émission, on va devoir se quitter ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir été notre invité. Merci Jean-François d'avoir apporté votre œil sur ce secteur du loisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Big Boss. À bientôt.